Bonjour Essar Midani. Bonjour Tom et Alors, bonjour tout le monde. Pardon. oui, je vous en prie, je vous en prie. Oui, Essar, donc nous sommes le 24 février 2017. Nous sommes rendus au 13e CITREP concernant la Syrie. Alors, pour donner une petite idée du sommaire, hein, à peu près, des sujets qu'on va aborder aujourd'hui, vous allez commencer par deux hommages. Ensuite, on fera un topo de ce qui se passe à Alep, qui est toujours soumis à une situation d'urgence. On a la même chose à Deir ez-Zor. Ensuite, on a également des problèmes à Damas. On va s'occuper de voir un petit peu ce qui se passe du côté de Deir ez-Zor et de Raqqa. Et Mhm. aussi du côté de l'Euphrate, hein, parce qu'on a eu Oui. apparemment des actions terroristes qui n'ont pas été extrêmement sympathiques, c'est le moins qu'on puisse dire. On a Mhm. également le trio Homs, Hama, Palmyre, hein, avec l'avancée de l'armée syrienne en direction de la ville de Palmyre. On va dire quelques mots sur ce qui se passe à Idlib, même si la ville, enfin le gouvernorat n'a pas vraiment brillé dans son actualité, et on ne va pas le Mhm. regretter, hein, ça veut dire simplement qu'au moins il n'y a pas d'attaque terroriste. Euh, Ensuite, vous nous parlerez de Dara, hein, qui a subi une attaque assez musclée ces derniers jours. Dara est la ville du sud, l'extrême sud de la Syrie, qui était à la base pratiquement la première ville soi-disant en train de se soulever contre le gouvernement de Bachar al-Assad. On sait ce qu'il en est devenu après, hein. Il s'agissait du premier point de déstabilisation orchestré par les officines occidentales. Vous insistez souvent là-dessus parce qu'effectivement c'est un point très important de ce qui se passe en Syrie, c'est les réconciliations. Les réconciliations qui Tout à montrent fait. bien que le gouvernement cherche absolument à éviter les bains de sang, quels qu'ils soient, et, on peut même le critiquer en disant que finalement il n'est pas assez sévère vis-à-vis des terroristes. Ça c'est la version de ceux qui sont un petit peu Mhm. très 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 fâchés par le comportement de ces terroristes, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Euh, on va évidemment évoquer Al-Bab, hein, qui a été le sujet ces Mhm. derniers jours de très forts changements de situation, hein, avec la Turquie, les forces turques, la SL. Vous nous Mhm. direz ce qui s'est passé, les infos évidemment que les médias occidentaux se gardent bien de nous donner. Vous évoquerez Ouais. également Mossoul, sa libération en cours, hein, parce que Mhm. apparemment l'armée irakienne a bien avancé. Ensuite, vous nous ferez part de ce qui s'est passé à Astana pour le deuxième Mhm. round. Mhm. Ensuite, il y aura évidemment les pourparlers de Genève qui se produisent en ce moment avec déjà quelques exigences qui sont assez ubuesques, sinon scandaleuses, de la part de l'opposition censée représenter, je dirais, l'opposition syrienne, hein, l'opposition qui n'a Mhm. de nom, en fait, qui n'a pas de texture, qui n'a pas de justificatif. Hein. On parle d'opposition, en réalité, c'est juste une officine étrangère, hein, saoudienne, qui vient s'ingérer Mhm. dans les affaires de la Syrie. Voilà. Donc je vous laisse nous faire part déjà de deux hommages hein, qui concernent Ouais. le on dirait le De grandes diplomate, personnalités. voilà, le Mhm. diplomate expérimenté Vitali Tchourkin. Mhm. Je vous en Oui. prie. Alors, d'abord, bon, bonjour à tout le monde. Effectivement, dans ces 2 dernières semaines, deux grandes personnalités nous ont quittés. Premièrement, le monseigneur Capucci, qui était le patriarche de Jérusalem et de tout l'Orient, patriarche qui était un grand militant de la cause palestinienne, au point où les Israéliens l'ont emprisonné. Il a passé 12 ans en prison et il a été appelé à Rome pour le protéger. Ce monseigneur Capucci est un grand militant de la cause syrienne et palestinienne. Il a participé au pourparlers de Genève 2. Il est venu de Rome rejoindre le groupe du gouvernement syrien
Et bon, c'est vraiment un grand militant, un grand personnage. Nous le regretterons toujours et nous ferons jamais suffisamment hommage à cette grande personnalité. Donc voilà, je lui rends hommage et puis il a tout notre respect et j'espère qu'il va être bien récompensé dans l'au-delà. On peut noter quand même que aucune église des occidentales n'a signalé et ne l'a soutenu dans sa vie carcérale en prison, puisque c'était en Palestine occupée, il a été emprisonné par les Israéliens. Et de là, on voit la soumission, y compris de l'Église occidentale, à Israël, ce qui est tout à fait regrettable et au point de ne pas soutenir ses propres patriarches. Bon, ça c'est un premier point. Le deuxième qui nous a quittés aussi, c'est le grand personnage, le grand diplomate Vitaly Tchurkin, aux États-Unis, donc grand diplomate russe qui s'est distingué par les 6 vétos au Conseil de sécurité qui ont protégé la Syrie contre des invasions ou contre les attaques militaires des Occidentaux qui cherchaient toujours par un biais quelconque de faire voter une intervention militaire contre la Syrie. Donc je lui rends hommage. Je voudrais quand même faire remarquer que c'est le 4e ambassadeur russe qui meurt cette année. Alors je ne peux pas écarter l'hypothèse d'un assassinat. Un empoisonnement. J'espère que... Pardon ? Un empoisonnement par des méthodes un petit peu sophistiquées. Oui, ça peut être même par des champs magnétiques, par des trucs, empoisonnement effectivement, et ça peut être tout un tas de causes en fait. Hein. Mm-hmm. Je rappelle quand même que l'ambassadeur russe en Turquie a été tué devant les caméras par un terroriste de Daesh, mais qui était quand même dans la garde personnelle de Erdogan. L'ambassadeur russe à Athènes, en Grèce, a été trouvé mort chez lui. Mm-hmm. Et maintenant, donc, l'ambassadeur Tchurkin, qui est l'ambassadeur aux États-Unis, à l'ONU en fait, représentant permanent à l'ONU à New York, qui a été tué. Je rappelle quand même la grande perte de la troupe musicale qui a été aussi tuée. Plus vous me disiez tout à l'heure qu'il y avait aussi un ambassadeur russe en Inde qui a été tué, plus aussi toutes les victimes de l'avion qui partait de Luxor et qui revenait en Russie, donc en 2015. Donc ça fait vraiment beaucoup trop de coïncidences entre guillemets et d'accumulation qui font croire quand même qu'il y a effectivement des attentats et des gens qui agissent pour ces assassinats. Des méthodes asymétriques particulièrement dégueulasses. En tout cas, je peux dire, je voudrais rendre hommage à ces grands personnages qui ont vraiment participé à protéger la Syrie, qui ont participé à la paix mondiale, qui ont participé à faire respecter la charte de l'ONU.
et surtout aussi à faire en sorte que les peuples puissent décider eux-mêmes leur destinée, loin des ingérences des pays qui veulent exercer leur hégémonie sur les autres pays de la planète. Et c'est le cas des États-Unis et des pays occidentaux. Donc voilà. Ok. Alors, Maintenant, on peut passer effectivement aux questions syriennes. oui. En Syrie. En Syrie, oui. Concernant par exemple, comme je le disais dans le sommaire, en premier, donc la situation à Alep, parce que effectivement à Damas, bien que les choses ne soient pas toutes réglées, et vous nous en parlerez bien évidemment, à Alep, contrairement à Damas, pardon, l'eau est encore coupée et depuis un bon bout de temps déjà. Oui. En fait, je voudrais quand même signaler des faits importants. Un changement qualitatif de la situation a été lié ou qui a suivi la victoire d'Alep. D'accord. Je rappelle que cette victoire très importante et qui a été réalisée par l'armée syrienne, par le peuple syrien, qui comportait non seulement une victoire militaire, mais aussi des réconciliations et qui a réussi à faire sortir les habitants d'Alep-Est du giron des terroristes qui les tenaient pour armure humaine, pour bouclier humain. Donc, et ce fait qui a occasionné une tempête d'attaques médiatiques, d'attaques par les pays occidentaux, aussi bien au Conseil de sécurité, à l'ONU, etc., sauvons la population d'Alep, etc. Bon, et il s'est avéré que c'était pour sauver les officiers occidentaux qui menaient la table d'opération à Alep-Est et qui menaient les opérations des terroristes dans la région d'Alep. Donc cette victoire est restée au travers de la gorge, je peux dire, de tous les ennemis de la Syrie, mais aussi en même temps, elle a permis de repartir sur une situation de rapport de force complètement différent sur le terrain et qui a fait aussi une dégringolade par domino, si on peut dire, des forces des terroristes. Oui. Donc, suite à ça, ils s'attaquent à la population civile, comme ils le font d'habitude. À chaque fois que l'armée syrienne emporte des victoires, ils s'attaquent à la population civile, sur laquelle ils envoient des missiles hyper tueurs, je peux dire, vraiment sur les écoles, les arrêts de bus, les femmes, les enfants, même les gens meurent chez eux dans leur propre maison. Donc ça aussi, c'est cet acharnement contre la population civile, sous toutes ses formes. Ils ont commencé, ils ont cherché à noyer les villages d'Alep, les villages d'Alep-Est, en pompant les eaux de l'Euphrate. Ils ont cherché à assoiffer la ville, d'ailleurs c'était conjugué, assoiffer les gens et les noyer en même temps. Heureusement, avec l'aide des images satellites, l'État syrien a pu prévoir, en fait, a pu voir ce qui se préparait, ce qu'il tramait, et a pu donc empêcher ces opérations en ouvrant les portières du barrage et en essayant de diminuer rapidement le niveau d'eau du barrage de manière à ce que les villes ne soient pas complètement inondées. Donc ça c'est un point, et en même temps coupant les circuits d'eau d'Alep, qui est aujourd'hui depuis donc 15 jours sans eau.
15 jours, voire même plus, hein, sans eau, puisqu'ils ont essayé, ils ont tenté de faire sauter le circuit de distribution d'eau. Alep, alors par contre, effectivement, les victoires de l'armée syrienne continuent et avec l'aide de nos amis russes, d'abord les quartiers qui ont été libérés des terroristes sont en train d'être nettoyés. Je peux dire que des milliers de tonnes d'explosifs ont été enlevés de ces quartiers. Il y a presque 250 kilomètres carrés qui ont été nettoyés, mais en même temps, l'armée a libéré 32 villages autour d'Alep, donc à l'est d'Alep et à l'ouest d'Alep. L'objectif étant de sécuriser davantage la ville et les villages qui ont été libérés du terrorisme et des terroristes de Daesh à l'est d'Alep commencent à toucher à prendre les premiers villages effectivement dans le gouvernorat d'Idlib. Et à l'ouest, il s'approche de plus en plus, à l'est, il s'approche de plus en plus du El-Bab. L'armée syrienne est à quelques kilomètres d'El-Bab. Donc voilà, ce qui permet de dire qu'ils sont effectivement très proches des forces qui se prétendent être aussi le bouclier de l'Euphrate, hein. Oui. Ce sont les forces turques, oui. Avec ce qu'ils appellent l'armée syrienne libre, qui n'est rien d'autre que l'armée turque avec un masque ASL, je peux dire. Oui. Donc eux, ils disent, d'après les déclarations d'aujourd'hui, qu'ils dominent déjà El-Bab. Et alors que les forces kurdes au nord, en fait, El-Bab aussi se battent contre ces forces de l'armure ou le bouclier de l'Euphrate. Mmh. Voilà. Donc la situation, par contre, si on va un peu plus à l'est, du côté de Deir ez-Zor, oui. Il y a eu des attaques acharnées des terroristes sur la ville de Deir ez-Zor. La ville de Deir ez-Zor est assoiffée depuis des mois aussi. Mm-hmm. On empêche, avec en plus une pollution des terres et des eaux, malheureusement, par le pétrole. Deir ez-Zor est une ville qui est encerclée, sinistrée. Aujourd'hui, les vivres leur sont envoyés par les hélicoptères qui par parachute leur descendent les aides alimentaires de l'État. Oui. Et donc pour la population. Mais en même temps, ce qu'il faut voir, c'est que, bon, bien sûr, l'armée syrienne a répondu à ces attaques acharnées aussi par une grande résistance et par des attaques, ce qui a fait que l'aéroport de Deir ez-Zor est actuellement dans les mains de l'armée syrienne. Oui. Et qu'il progresse vers la ville. Oui. De l'autre côté, on peut voir aussi l'armée irakienne avec les forces du Rassemblement populaire irakien qui avancent sur Mossoul et qui ont libéré bien sûr tout le côté est de Mossoul et aujourd'hui sont en train de progresser de manière très rapide du côté ouest, c'est-à-dire du côté de la frontière syrienne. Et très rapidement, on va se retrouver avec les forces, les forces syriennes d'un côté et les forces du Rassemblement populaire irakien de l'autre côté, encerclant les terroristes de Daesh
qui n'auront pas d'autre choix que de fuir vers le nord ou vers Raqqa et via Raqqa vers Alba. Voilà. Donc Alba qui est ça encerclé. c'est la situation dans le nord et le nord-est de la Syrie. Oui. Par contre, des attaques acharnées ont eu lieu aussi à Dera par Al-Nusra et Daesh, aidés aussi bien par les Jordaniens que par les Israéliens. Je rappelle quand même que les Jordaniens ont activé leur aide aux terroristes après la visite du roi de Jordanie aux États-Unis récemment, donc à Trump. Voilà, donc ça a été réactivé et puis par contre l'armée syrienne résiste et progresse. D'ailleurs, ils ont eu une bonne raclée, je peux dire, à Dera. Les villes. Alors, à Dera, je m'attarde là justement, je reparle de Dera. À Dera où il y a eu de grandes réconciliations importantes. Dans la ville de Rabat Areb, qui n'est pas loin de Dera, une grande réconciliation où il y a eu 500 personnes qui ont rendu les armes et qui se sont qui ont régularisé leur situation, mais il y a aussi la population qui rejette tous les terroristes et qui essaye de les refouler à l'extérieur. D'autres réconciliations ont eu lieu de manière aussi très importante dans les banlieues ou dans les villes du gouvernorat de Damas, en fait, dans la grande banlieue de Damas, dans la ville de Serraya et plusieurs villes à côté de Serraya. Et ce sont je peux dire des réconciliations qui progressent et qui font tache d'huile dans tous ces villages. Donc bientôt, ça va être même le camp Yarmouk et Douma et Harasta, ce sont des réconciliations qui sont annoncées et imminentes. De la même manière, l'armée syrienne a progressé du côté de Homs. À Homs et dans le gouvernorat de Homs, il y a eu plusieurs villages qui ont été libérés à l'est et à l'ouest de Homs. Du côté de l'est, vers Salami et vers Palmyre, la progression est notoire. Et du côté de Hama aussi, la libération de la ville ou du village de Malhamé, du côté du nord-ouest de Hama, fait que aussi on progresse vers le gouvernorat d'Idlib de ce côté-là. Donc les choses avancent de manière très positive pour le peuple syrien et très positive contre le terrorisme. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'avec le moins de dégâts possible sur le plan humain, puisque ça se passe par des réconciliations, comme on l'avait expliqué les dernières fois, régularisation de situation de tout un tas de personnes qui rendent les armes, et ceux qui refusent d'arrêter de se battre, donc ils partent, ils sont accompagnés avec une arme légère à Idlib, dans le gouvernorat d'Idlib, où ils vivent là-bas, et ils continuent à se battre. Je tiens à dire, ils continuent à se battre actuellement. Un des résultats importants de Astana, où on a cherché, en fait, cette réunion d'Astana avait pour but de
de stabiliser le cessez-le-feu entre les terroristes et l'État syrien, excluant de ce, bien entendu, les forces de Daesh et de Al-Nusra, les deux organisations reconnues terroristes par la loi internationale et reconnues terroristes comme telles. L'idée, c'était de pouvoir pousser les autres organisations à s'éloigner de Daesh et Al-Nusra si elles veulent vivre, et de se joindre à ce cessez-le-feu et donc se joindre à la lutte contre le terrorisme que mène l'État syrien et que mènent les forces alliées de l'État syrien, donc les forces de Hezbollah et les Russes. Donc effectivement, une des premières conséquences d'Astana 1, ça a été qu'à Idlib, toutes ces factions ont commencé à se tuer, à s'entretuer entre elles, à se mener la guerre entre elles, puisque Daesh et Al-Nusra ont commencé à tuer ou à mener la guerre contre tous ceux qui ne se joignent pas à eux et sous leur bannière terroriste. Donc ils se mettent à se faire la guerre. Nombreux morts ont été enregistrés et des centaines. Donc en fait, il y a eu à nouveau des regroupements, des organisations qui se sont regroupées sous la bannière d'Al-Nusra, donc qui ont choisi la voie du terrorisme, et de ce fait, elles sont devenues terroristes. Selon même je peux dire, parce qu'en fait, on n'arrêtait pas de dire ça, c'est l'opposition, une opposition modérée et une opposition et des terroristes. En fait, tout le monde était terroriste. Et aujourd'hui, dans ces accords d'Astana, c'était tous ceux tout le monde. Le terrorisme est le premier ennemi et l'ennemi principal, et tout le monde devrait se joindre à la lutte antiterroriste. Tous ceux qui ne se joignent pas à la lutte antiterroriste parmi ces organisations se joignent à eux et se joignent aux terroristes. Donc considérés comme étant des terroristes ensuite, oui. De séparer les terroristes des non-terroristes, entre guillemets, que demandait la Russie depuis au moins un an, et voire plus aux États-Unis, à Kerry notamment, qui continuait à dire non, mais tout le monde n'est pas terroriste, il y a une opposition modérée, il y a des terroristes, etc. Donc là, c'était le meilleur moyen. Et donc, cet accord d'Astana a permis effectivement de voir sur le terrain qui veut continuer dans le terrorisme et qui ne l'est pas. Voilà. Puis donc, ça c'est en plus du point important qui est aussi d'affirmer la souveraineté de la Syrie, l'unicité de son territoire et de sa population. Donc là, ce sont des points très importants qui ont été affirmés haut et fort, je peux dire, dans ces accords. Voilà. Dernier point, donc récemment, on peut passer à Genève peut-être rapidement. Absolument. Rapidement, donc après Astana 2 qui n'a pas fait effectivement de saut qualitatif, je peux dire, où il n'y a pas eu de déclaration, puisque les représentants des terroristes n'ont pas voulu, où il n'y a pas eu vraiment un dialogue important, qui aujourd'hui à Genève 4
Oui. Alors, il y a à Genève 4, il y a quand même des points nouveaux importants. C'est d'abord la première fois que les terroristes soient représentés. Oui. Ils sont là en tant que force armée sur le sol. Ça, c'est un premier point. Et puis, toutes les autres oppositions sont là. C'est aussi la première fois que la Jordanie participe. Ah, oui. C'est donc bon. En fait, comment ça s'est déroulé? Alors ces 2 premières journées, il faut dire, ils ont commencé avec 6 heures de retard puisque la soi-disant opposition de Riyad, il y a donc la plateforme de Riyad, la plateforme de Caire, la plateforme de Moscou et bien sûr donc face à tout ça, il y a la délégation gouvernementale syrienne. Mhm. La délégation gouvernementale comme est toujours comment dire, très exacte et ponctuelle et puis très présente avec un discours clair et une proposition claire et Mhm. des objectifs clairs, alors qu'en face, il y a donc des oppositions, il y avait de grosses bagarres entre ces oppositions sur la représentation, ce qui a fait qu'il y a eu la réunion qui devait commencer le matin, elle a été retardée une première fois à 3 heures de l'après-midi, puis une deuxième fois à 6 heures du soir. Mhm. Donc, ça n'a commencé qu'à ce moment-là. Plus le groupe représentant la plateforme de Riyad prétendait à avoir l'exclusivité de la représentation de l'opposition syrienne. Ah. Donc, bien sûr, ce qui lui a valu de grosses bagarres avec les autres et bien sûr aucune représentativité puisqu'en plus ce sont des gens qui ne représentent rien sur le terrain, Oui. rien par rapport à l'opposition. Ils ont juste des velléités de prendre le pouvoir. Alors la question, qu'est-ce qui est discuté en fait pendant Genève 4 est basée sur la décision 2254 du Conseil de sécurité. Mhm. Qui stipule en fait l'unicité du territoire syrien, qui stipule aussi la souveraineté de la Syrie et la non-ingérence, ça c'est l'unicité du territoire, et puis l'unicité pardon du territoire et de la population, Mhm. et la non-ingérence. Par contre, cette plateforme de Riyad a voulu discuter, se baser sur Genève 1 et donc est reparti sur la participation, pas la participation au pouvoir, mais en fait sur ce qu'ils appellent la phase de transition du pouvoir. Ah oui. Avec le départ de Bachar el-Assad, sans doute. Voilà, avec le départ du président Bachar el-Assad, etc. Donc, en fait, ils repartent sur les positions à la case départ, je peux dire. Ils repartent à la case départ sur les positions de 2012. Hein. Donc, voilà, ça c'est ce qui est tout à fait inacceptable pour tout le monde. Je peux dire que de Mistura oui. a appelé tout le monde un petit peu à en tout cas toutes ces forces, ces différentes plateformes d'opposition. Il les a appelés à s'unir et à être dans un même groupe ou dans un même dans une même équipe d'opposition, chose qui a tout à fait du mal à se faire, donc ou qu'il a du mal à réaliser avec eux. Donc voilà. Et aujourd'hui, on en est à la
troisième journée de Genève. En fait, aujourd'hui, c'est la deuxième journée, mais bon, il n'y a rien de très spécial qui se réalise. Manifestement, les déclarations vont dans le sens où on dit ça peut durer une semaine ou 2 semaines même. On parle de de Mistura qui, je pense, veut démissionner après cette session de Genève. Oui. Et puis voilà, donc il prépare son départ aussi, peut-être en enjolivant peut-être sa prestation. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que on dit qu'il est, il est soumis à pas mal de pression, effectivement, de la part des Occidentaux, de la part des Turcs, de la part de, voilà. Je pense que, je ne pense pas. Il est dit même très clairement qu'il va démissionner par la suite. C'est sa dernière session. Voilà. Donc effectivement, la question qu'on peut se poser avec le compte-rendu que vous venez de nous faire, c'est si, je dirais, la partie qui vient de Riyad n'aurait pas tout intérêt à faire capoter toutes ces négociations, parce que sur le terrain, ils prennent une raclée, hein, comme vous le disiez tout à l'heure, particulièrement à Daraa. Ils sont perdants. Voilà, donc ils auraient tout intérêt à ce que ces négociations échouent, pour ne pas permettre à la délégation russe, à la délégation surtout syrienne, de marquer couler dans le béton finalement une situation qui sera tout à son avantage, ce qui est d'ailleurs tout à fait naturel, puisque la délégation est là pour défendre les intérêts du peuple syrien. Tout à fait. En fait, de là, je crois, se pose la question, est-ce que Genève pourra apporter quelque chose, en fait, une solution, en l'absence de solution sur le terrain. Moi, je pense personnellement que c'est le terrain qui, effectivement, implique les positions. Oui. C'est la position de l'armée syrienne, ce sont la position et le positionnement, je veux dire, de l'armée syrienne, c'est les réconciliations, excusez-moi, les réconciliations qui se font sur place, c'est le fait que la population elle-même a marre aussi de la présence de ces terroristes et qui fait de plus en plus effectivement un mouvement pour les virer et pour les encercler aussi et les pousser soit à se rendre d'un côté, soit à quitter. Donc, je crois que ce sont plus ces facteurs-là qui vont aller dans le sens de la solution syrienne, syro-syrienne, et qui vont apporter effectivement une solution au problème, plutôt que des pourparlers à Genève avec des gens qui n'ont aucune représentativité sur le terrain, qui ne sont rien d'autre que des marionnettes de forces de pays extérieurs, par exemple les marionnettes de la Turquie, les marionnettes de l'Arabie Saoudite, du Qatar, d'Israël, etc., des États-Unis, de la France et de l'Angleterre et de l'Allemagne. Je tiens à dire quand même que là-dessus, il y a récemment, en fait, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, la France qui assure les terroristes de leur soutien en disant que la France va soutenir l'opposition dite modérée en Syrie et continue à envoyer des armes et va continuer à envoyer des armes, etc. Parce qu'en fait, du fond de leur défaite, toutes ces forces, elles commencent à plaider et à déplorer le fait que leurs alliés occidentaux leur ont promis plein de choses et ils n'ont pas
qu'ils n'ont pas, en fait, ils n'ont pas réalisé leurs promesses. Et donc voilà, ils se disent, on a été blousés par eux. Et c'est ça qui fait que, à nouveau, donc la France accourt pour leur soutien, pour les soutenir, mais aussi l'Angleterre, mais aussi l'Allemagne, etc. Donc voilà. Et puis les États-Unis. Et les États-Unis, bien entendu. Les États-Unis, Trump dit clairement qu'il veut attaquer, effectivement, il veut attaquer Daesh et Al-Nusra, il veut s'attaquer au terrorisme, régler son problème, le problème des terroristes, mais d'un autre côté, soutient Israël et Oui. De manière complètement inconditionnelle. Et alors donc ces terroristes sont aussi soutenus par Israël et donc on revient effectivement à un soutien aux terroristes aussi.